la démocratie directe. Qu'est-ce que c'est la démocratie directe aujourd'hui? C'est pas les sections parisiennes, mais c'est Nuit debout. C'était les veilleurs à l'époque de la manif pour tous, sous toutes ses formes, à gauche ou à droite. Il y a toujours eu une forme de... C'est ces Français qui réclament des référendums d'initiative populaire. Et toute l'histoire de France est traversée de cette tension-là. Et l'un des moteurs de la Révolution, je vous ai parlé d'un certain nombre de moteurs, mais un autre des moteurs de la Révolution, c'est cette tension entre la Convention et les sections parisiennes et la Commune de Paris. Et ce sont les sections, c'est la Commune de Paris qui demande la tête de Marie-Antoinette. Et ce sont des membres de la Commune de Paris qui siègent comme jurés du jury de jugement au tribunal révolutionnaire. Ce sont des membres des petits métiers parisiens. L'un, Nicolas par exemple, est imprimeur, un autre est charpentier, un autre est ébéniste, un troisième, un quatrième est ciseleur sur bronze, il y a un coiffeur, il y a un musicien, un luthier qui vient des Vosges d'ailleurs, plusieurs viennent de l'Est de la France et de l'ancienne Lorraine, de l'ancien duché de Lorraine. Ce sont ces petits métiers parisiens qui sont représentés du côté des juges et des jurés. Et donc, j'ai essayé à travers eux de comprendre ce qu'était la Révolution d'une façon générale et ce qu'ils étaient eux en particulier. Et peut-être en vieillissant, s'attache-t-on de plus en plus à comprendre psychologiquement les protagonistes des histoires que l'on raconte. Et c'est pour ça que j'ai choisi, du point de vue de l'écriture de l'histoire, l'écriture du récit. Et au fond, j'ai monté un dispositif qui est un peu le dispositif de la tragédie grecque, car ce procès est une tragédie. Souvenez-vous des mots magnifiques d'Anouilh au début d'Antigone. Vous voyez la petite maigre là-bas au fond de la Seine. Elle s'appelle Antigone, elle ne sait pas qu'elle va mourir, mais elle va mourir car elle s'appelle Antigone. C'est ça le procès de Marie-Antoinette. C'est simple, c'est propre, c'est lisse la tragédie. Hein. Ces mots magnifiques. Et donc, dans l'invention de la tragédie grecque par les Grecs, Sophocle invente un dispositif qui est celui du chœur antique. C'est-à-dire que le chœur antique commente l'action. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans ce récit historique qui est là. C'est-à-dire que je laisse mes personnages évoluer autour du tribunal révolutionnaire et dans le tribunal, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, et en même temps, je commente ce qu'ils sont. Je les décris, j'en fais des portraits, je les raconte, je les touche, et même peut-être de façon sensible, les uns et les autres. L'accusé et les accusateurs. Je ne réserve pas un sort particulier à l'une ou aux autres. Et en même temps, je fais des arrêts sur image, comme si c'était un peu une forme de cinématographie. Il y a le zoom, et puis à certains moments, je fais des arrêts sur image, et dans ces arrêts sur image, je place mes commentaires et mon analyse, sans pour autant détruire le rythme du récit et la construction du récit de ce procès. Donc voilà. Et puis il y a un emboîtement, il y a un troisième récit un deuxième récit dans le récit, c'est que je me mets en scène. Alors ça plaît pas beaucoup à mes petits camarades de l'université, c'est que j'interviens à la première personne du singulier. Je raconte mon enquête dans l'histoire. Je me raconte tel Nestor Burma à la recherche de ses sources. Je me raconte, recherchant mes sources, les découvrant dans cet extraordinaire endroit qui est le grand dépôt des Archives nationales, enfoui dans cette armoire de fer dont je ne savais rien au début. Et donc je me raconte tout en racontant l'histoire du procès. C'est comme un récit, c'est plusieurs récits tissés ensemble, si vous voulez. Et je suis... j'ai un camarade qui a un livre qui est présent ici, qui s'appelle Yvan Jablonka, qui a théorisé ça. L'histoire est une littérature. Moi, j'essaye de la mettre en pratique. L'histoire est une littérature. Autre question? Marie-Antoinette n'était pas le duc de Lorraine, il était aussi français, il était à moitié française de ce fait. Ça veut rien dire. Le duc de Lorraine qui devient empereur d'Allemagne et qui n'a jamais été bien vu. Les ducs de Lorraine n'ont jamais été bien vus de la cour de France et de la monarchie française. Il faut relire Saint-Simon, la façon dont Saint-Simon se plaint des préséances, des prérogatives des ducs de Lorraine dans l'étiquette de la cour de Versailles. Ça commence au XVIIe siècle et ça ne cessera jamais. Et le mariage de Marie-Thérèse d'Autriche avec François de Lorraine, avec le duc de Lorraine, a été très mal vécu par les élites françaises et par les élites de la cour de Versailles. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été si nombreux.
Et si courageux.